Oui, je suis consciente du côté un peu provocateur de cette question que je pose. Il y a quand même un point d'interrogation. Je n'affirme pas que le changement climatique est la chance de l'humanité, mais pourrait être. Alors pourquoi ? En fait, le point de départ de cette réflexion, c'est un phénomène qui ne se limite pas à la crise, comme on dit parfois, la crise climatique, qui est plus général à l'heure actuelle, un phénomène qui est lié à la mondialisation, c'est qu'aucun État ne peut à présent relever à lui seul un certain nombre de grands défis qui sont des défis déjà globaux, déjà globalisés. Alors, c'est le cas pour le terrorisme sans frontières, c'est le cas pour la corruption sans frontières, c'est le cas pour le désastre humanitaire des migrations, c'est le cas pour les crises sociales, les crises sanitaires, coronavirus, aux dernières nouvelles, mais c'est aussi le cas dans le domaine écologique. Et là, je dirais que le changement climatique n'est pas un simple exemple parmi d'autres. C'est peut-être le domaine dans lequel à la fois on a été le plus loin dans une façon de concevoir une gouvernance à l'échelle mondiale, et c'est aussi un domaine qui, parce qu'il est menaçant, pourrait provoquer, et c'est ça qui serait la chance pour l'humanité, une sorte de sursaut, le sursaut qui sera nécessaire pour éviter le repli qu'on constate à l'heure actuelle sur l'État-nation, un sursaut qui permettra de prendre conscience, il serait temps, de notre destin commun, prendre conscience du fait qu'on a donc urgence à organiser une gouvernance mondiale. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je voudrais présenter quelques propos. Alors, même si on suppose qu'il y a un accord scientifique complet sur les faits et sur l'interprétation des faits, au fond, l'idée même de gouvernance mondiale est quelque chose à inventer ou à réinventer. Quand on change d'échelle, quand on passe de la gouvernement ou de la gouvernance nationale à un niveau mondial, je dirais que les difficultés se multiplient. Les difficultés, au fond, ce sont trois mots-clés: les incertitudes, les imprévisibilités et les irréversibilités en ce qui concerne les dommages. Tout cela se multiplie quand on passe de l'échelle nationale à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale a fortiori. Alors, il y a un problème d'efficacité parce que quand le dommage est à la fois incertain, mais quand il risque d'être irréversible et qu'il est largement imprévisible, eh bien, on ne sait pas quelles seront les bonnes réponses. Parce que la réparation du dommage, elle est à supposer qu'elle soit possible, ce qui n'est pas toujours le cas, elle est insuffisante. La punition du dommage, la punition des responsables qui auraient consciemment laissé le dommage advenir, elle arrive trop tard. Le dommage est advenu. Donc c'est la prévention qu'il faudrait arriver à développer, prévention et même en amont de la prévention. La prévention, c'est quand il y a un risque. Quand il y a un risque de risque, on arrive au fameux principe de précaution dont je dis toujours il est mal aimé parce qu'il a été mal nommé. On aurait dû le nommer principe d'anticipation. Et je pense que les scientifiques qui sont présents ici le préfèrent sous le nom de principe d'anticipation. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de pistes déjà qui ont été examinées pour organiser cette gouvernance depuis le début de ce colloque. Je voudrais simplement ajouter quelques pistes dans trois directions, dans trois domaines, qui sont le domaine juridique, politique, et pour terminer, quelques mots sur le domaine anthropologique. Alors, au point de vue juridique, il y a beaucoup de choses déjà dans l'accord de Paris, notamment sur le climat, qui fait suite à toute une série de textes antérieurs qui remontent en gros au sommet de la Terre de Rio en 1992, et puis il y a eu le protocole de Kyoto en 1997, il y a des étapes qui jalonnent le champ juridique, mais l'accord de Paris sur le climat est intéressant
il est difficile à comprendre parce qu'il est extrêmement complexe. En fait, il y a une complexité des niveaux normatifs, puisqu'on utilise à la fois le niveau international, le niveau supranational, mondial, le niveau régional, et on sait que l'Europe s'investit de plus en plus dans ces questions de climat, et puis aussi, en même temps, et de façon sans priorité, sans hiérarchie, le niveau national et même le niveau infranational. Les villes, à présent, s'engagent, comme vous le savez, ou les États dans les fédérations s'engagent. Alors, en fait, ça, c'est la première complexité. Il y a une autre complexité, et on l'a vu très bien dans les réactions après l'accord de Paris, c'est la question de la force normative. Ces dispositifs juridiques n'ont pas tous la même force normative. Il y a un peu, mais très peu, finalement, de droit dur. De droit vraiment dur, c'est un droit précis, les définitions sont précises, obligatoire, l'application est obligatoire, et sanctionné, il y a une sanction en cas de non-respect. Ça, les trois dimensions sont rarement présentes dans le domaine du droit de l'environnement en général et en particulier le domaine climatique. Mais en revanche, vous avez toutes sortes de combinaisons possibles entre le dur et le doux, ou le flou ou le mou. Je m'explique. En anglais, c'est simple, on dit hard law ou soft law. En français, c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs traductions possibles de soft. Et ce sont des hypothèses qui ne sont pas les mêmes. Soit le texte est imprécis et c'est du droit flou, soit le texte est facultatif et c'est du droit mou, soit le texte n'est pas sanctionné et c'est du droit doux. Alors le flou, le doux et le mou peuvent se combiner de toutes sortes de manières. Je vous laisse imaginer le flou et le doux, mais pas de mou, etc. Et quand on a discuté après l'accord de Paris, la grande question des journalistes était de dire, alors c'est quoi comme droit? Est-ce que c'est du droit dur ou du droit mou, disait-il? Les uns disaient mou, d'autres flou, etc. Alors on peut dire que c'est un droit précis, parce que notamment les objectifs sont extrêmement précis, quantitatifs et qualitatifs. Donc ce n'est pas un droit flou. En revanche, on peut dire que c'est un droit doux, parce qu'il n'y a pas de sanctions visibles. En fait, quand on regarde de plus près, il y a des sanctions possibles, mais elles ne sont pas très visibles au départ. Et puis c'est un droit à moitié mou, parce qu'il est à moitié obligatoire, à moitié pas obligatoire. Mais il a quand même un certain caractère obligatoire quand le texte a été ratifié ou a été intégré au droit interne. Alors, cette complexité du droit en matière climatique s'accompagne de réponses qui, au fond, tiennent dans une formule qui est intéressante à méditer, qui avait été lancée à Rio en 1992, mais qui n'était pas mise en musique, si j'ose dire, alors qu'elle l'est dans l'accord de Paris. C'est la formule RCD, responsabilité commune et différenciée. Alors, c'est intéressant parce que c'est une formule inhabituelle. Si les responsabilités sont communes, comment peuvent-elles être différenciées? C'est ça l'intérêt. C'est là qu'il y a quelque chose de neuf qui se met en place. Les responsabilités sont communes parce que les objectifs sont communs. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un accord, et c'est ce qu'il y a eu, c'est la grande force de la COP 21, c'est qu'elle a obtenu un accord sur des objectifs extrêmement précis, qu'il s'agisse de l'objectif quantitatif de contenir le réchauffement de la température moyenne de la planète. Alors on discute sur, les scientifiques, vous discutez entre vous sur le seuil qui doit être le plus adéquat, mais en tout cas il y a quelque chose de précis et de quantitatif. Et puis il y a aussi du qualitatif dans les objectifs, il y a renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et promouvoir la résilience. Enfin, il y a un troisième objectif qui est de rendre les flux financiers compatibles avec un développement à faible émission de gaz à effet de serre. Cela étant, le problème, c'est que ces objectifs étant communs, comment faire pour que les responsabilités soient différenciées? D'abord, il me paraît évident qu'elles doivent être différenciées, parce qu'on ne peut pas imposer les mêmes règles, avec la même précision, avec le même agenda de mise en œuvre, à des pays qui n'ont jamais connu le développement ou à des pays qui ont
non seulement connu le développement, mais qui ont une responsabilité historique dans l'état de la planète. Donc il faut différencier. Et le problème, c'est de savoir comment différencier. Alors là, il y a eu beaucoup de discussions. La faiblesse de l'accord de Paris, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir des critères communs pour la différenciation. Donc chaque État communique sa contribution qui est déterminée au niveau national par l'État, et il n'y a pas vraiment de grille commune. Et pourtant, il ne serait pas si compliqué d'avoir une grille commune. La grille commune pourrait d'abord renvoyer à un critère historique, le passé, que j'évoquais il y a un instant, la dette écologique éventuellement. Mais la grille commune pourrait renvoyer aussi à la notion de coût économique acceptable, qui est d'ailleurs une formule largement utilisée. La grille commune pourrait renvoyer à la notion de lutte contre les exclusions, donc à un critère social et pas seulement économique. Elle pourrait renvoyer aussi à un critère géographique. Certains pays sont plus vulnérables que d'autres. Et enfin, elle pourrait renvoyer à un critère technologique. Certaines pratiques de certains pays sont plus dangereuses que d'autres. En tout cas, il me semble que dans le monde tel qu'il est, un dispositif de ce genre est nécessairement complexe. Donc le problème n'est pas de prétendre qu'on va tout simplifier, parce que si on veut qu'il y ait un certain pluralisme et une adaptation à un monde lui-même complexe, il faut accepter d'entrer dans un raisonnement qui n'est pas le raisonnement binaire habituel, c'est légal ou c'est illégal. Alors la complexité, c'est au fond qu'on entre dans une sorte d'espace normatif à géographie variable et à force variable, et en plus à plusieurs vitesses, puisque l'agenda n'est pas le même pour tous les pays. Alors, du coup, je dirais que le travail du juriste ressemble un peu à du bricolage. Mais c'est du bricolage au sens où Lévi-Strauss employait l'expression, au sens où François Jacob, quand il parle de l'évolution du vivant, emploie l'expression. Et il donne une très bonne définition à mes yeux de ce qu'on appelle le bricolage, en tout cas dans le domaine juridique, ça marche. C'est en fait, le bricolage, c'est faire du neuf avec de l'ancien, ce que disait François Jacob. Et c'est bien ce qu'on fait dans le domaine du climat notamment. Les justiciables, les avocats et les juges, dans les procès climatiques qui commencent à se développer, font du neuf avec de l'ancien. L'ancien, c'est l'ancien droit international qui est contextualisé, c'est-à-dire que sur une norme supposée universelle, on réintroduit du pluriel, un universel pluriel, le contexte national. Et faire du neuf avec de l'ancien, c'est aussi utiliser l'ancien droit national que l'on internationalise. Donc, internationaliser le droit national et contextualiser le droit mondial, c'est ça, faire du neuf avec de l'ancien, c'est ça, bricoler. Et ça ne marche pas si mal parce qu'il y a maintenant un nombre impressionnant de procès, dits procès climatiques. Le premier n'est pas très ancien, il date de 2015. C'est la fameuse affaire qu'on cite toujours maintenant comme une sorte de cas emblématique, l'affaire Urgenda contre Pays-Bas. À l'origine, il y avait une ONG et un groupe de citoyens, je crois 800 citoyens, qui avaient saisi le juge de l'Haye, mais pas le l'Haye international, le l'Haye des Pays-Bas, puisqu'il s'agit d'une affaire qui concerne l'État néerlandais. Donc la demande a été accordée par le juge qui a ordonné aux Pays-Bas de réduire la valeur globale des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui était reproché au gouvernement néerlandais, c'était de ne pas respecter ses propres engagements internationaux et de ne pas respecter la proportionnalité nécessaire. Donc, il y a une ordonnance du tribunal qui demande que les émissions de gaz soient fixées à au moins 25%, soient limitées en fonction, je crois que c'est 25% le pourcentage qui est fixé. Le jugement est rendu en juin 2015. Il a été par la suite confirmé en appel et devant la Cour suprême. Alors, il y a d'autres procès climatiques. Il y a notamment une affaire assez célèbre aux États-Unis, l'affaire Juliana. Là, le recours est déposé par un groupe de jeunes et par une
personnage intéressant qui est le tuteur des générations futures. Donc il y a les jeunes, ils sont jeunes mais ils sont déjà la génération actuelle, présente, et puis il y a les générations futures. Et là, c'est un procès contre l'État fédéral américain sur la base des risques créés par les émissions de dioxyde de carbone. La plainte a été jugée recevable, ce qui est déjà un peu étonnant. Alors, il faut que je raccourcisse. La plainte a été déclarée recevable, mais il y a eu un coup d'arrêt il y a quelques jours, le 19 janvier. Il y avait eu un renvoi en appel et le 9e circuit d'appel a refusé de suivre la demande. Donc, pour le moment, on est à l'arrêt. Alors, il y a d'autres procès climatiques qui concernent les entreprises. Et vous avez peut-être entendu parler de l'affaire qui est présentée comme l'affaire du siècle, l'affaire Total, qui s'est ouverte hier exactement. C'est un procès contre le Total, toujours pour la même raison, pour avoir une responsabilité alors c'est chiffré à 1%, mais à l'échelle du monde, ça représente beaucoup, 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Alors ça, c'est le bricolage juridique. Je voudrais quand même dire un mot, au moins la structure, de ce qui concerne la recomposition politique. Politiquement, ce qui est intéressant avec le changement climatique, c'est qu'il fait prendre conscience des interdépendances. Nous ne sommes plus dans des situations d'indépendance, mais d'interdépendance. Interdépendance entre les humains entre eux et interdépendance entre les humains et les non-humains. Ce qui fait que on ne retrouve pas à l'échelle mondiale la séparation des pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, mais on a une sorte d'agrégation des pouvoirs, des savoirs et des vouloirs, ce que j'appelle la gouvernance SVP. Les savoirs, les vôtres, les vouloirs, les citoyens, les actions civiques, et les pouvoirs qui sont à la fois politiques et économiques. Alors en France, il y a cette fameuse loi sur le devoir de vigilance des entreprises transnationales qui joue un rôle important en la matière. J'indique les pistes pour la troisième piste dont j'indique simplement l'existence parce qu'elle me paraît une des clés, c'est la refondation anthropologique, précisément parce que, en raison de ces interdépendances, on échappe à l'humanisme des Lumières, c'est-à-dire à l'homme émancipé des Lumières. On va vers un homme interdépendant, c'est-à-dire on va des droits de l'individu vers des droits de solidarité, solidarité sociale entre hommes, entre humains, et solidarité écologique. C'est une sorte de révolution, je crois qu'on peut dire, parce qu'il faudrait, pour accepter ce passage d'un humanisme à un autre humanisme, émancipation, interdépendance, il faudrait ce que Édouard Glissant, dans un de ses livres, appelle une énorme insurrection de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il faudrait changer nos récits, ceux qui font l'imaginaire des peuples. Et alors, c'est intéressant de noter que les communautés nationales se sont construites sur des récits de mémoire. C'est l'histoire, c'est la mémoire qui fait communauté. Alors que la communauté mondiale, si elle se crée un jour, elle sera fondée sur l'anticipation. Anticipation, alors, mémoire et oubli, pour être juste, l'histoire c'est la résultante de la mémoire et de l'oubli. Au niveau mondial, le destin de l'humanité, c'est la résultante de l'anticipation et de l'imprévisible, qui joue un peu le même rôle que l'oubli pour les communautés nationales. Donc il s'agit de savoir vers quel destin nous nous dirigeons. Et là, on a plusieurs grands récits qui s'affrontent. Il y a le récit des droits de l'homme qui reste très présent au sens des droits de l'individu limité à la vision des Lumières. Il y a les récits du marché, la main invisible du marché, l'autoritarisme des nouvelles routes de la soie, la vision chinoise du marché mondial. Il y a le récit numérique, qui est le récit de l'homme augmenté, des post-humanistes. Il y a le récit catastrophe de l'effondrement de la planète, qui est très utile pour remettre en cause la logique de croissance et de profit, la logique des marchés. Mais peut-être qu'il faudrait arriver à combiner plusieurs récits, qui sont le récit de la terre-mère, qu'on trouve dans les constitutions d'Amérique latine, et le récit des poètes,
Je pense au poète antillais qui parle du tout monde, c'est le récit de Édouard Glissant. Le tout monde, c'est un monde de la mondialité. Il oppose la mondialité apaisée à une mondialisation sauvage. On n'en est pas là. Ça reste du domaine du pari, mais je pense que le pari vaut d'être fait. L'humanité, ce qu'on découvre à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je parlais de Copernic, ce qu'on découvre, c'est non seulement on sait maintenant que la Terre n'est pas au centre du système solaire, on sait que le système solaire est une simple composante dans le monde, il n'est pas au centre du monde, et on découvre que l'homme n'est pas au centre de la Terre, il est simplement une composante de l'écosystème Terre. Alors, il ne faut pas en conclure que les humains, se confondent complètement avec les autres composantes de l'écosystème, car tout de même, les humains sont la seule composante responsable. Et au fond, ils sont responsables, ou ils se sentent responsables, parce qu'ils sont, si l'on en croit la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, doués de raison et de conscience. Alors, oui, d'une certaine manière, en disant cela, je considère que le changement climatique est bien une chance pour l'humanité, s'il démontre la capacité de l'humanité à se gouverner avec suffisamment de sagesse pour que la Terre demeure habitable pour les vivants et les non-vivants, pour les humains et les non-humains, et pour les vivants et les non-vivants, pour que la Terre reste notre demeure commune. Voilà. J'ai beaucoup raccourci, j'espère que ce n'était pas trop confus,